Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo sur la moralité. On va commencer avec la lutte des classes, en fait. La lutte des classes, qui est un concept malheureusement un peu désuet aujourd'hui, dans la mesure où la distribution des privilèges ne reflète pas la distribution des classes sociales dans la société. C'est-à-dire qu'on peut être un prolétaire puis être super riche parce qu'on est un CEO d'une grosse business puis on a 20 millions de dollars par année. Et de l'autre côté, on peut être un bourgeois qui est dans une entreprise quasiment autogérée dans la façon dont on gère la bébelle. On est trois, puis on n'a pas beaucoup de moyens, là, on survit à peine. Là, puis c'est ça. On est passionné par son travail, puis c'est tout ça. C'est rien que ça. C'est presque rien que ça. Donc, la lutte de classe, comme on dit, c'est correct comme concept à l'époque victorienne où tu étais pratiquement soit un pauvre qui a un salaire, donc un ouvrier, ou un bourgeois qui détient beaucoup d'affaires puis qui emmène large sur l'ouvrier. On n'est plus là aujourd'hui. Hein. Fait que, comme je disais, il y a des ouvriers un peu mercenaires, des gens qui sont vraiment orientés vers la satisfaction des besoins des bourgeois, ils sont vraiment dans leur... ils sont là pour satisfaire leur job, c'est vraiment de satisfaire les intérêts des actionnaires en assurant une bonne gestion de leur business. Fait que c'est un peu ça. Faut d'autres outils pour compléter un peu la réflexion pertinente sur les rapports sociaux. En fait, essayer de penser le droit d'autodétermination des opprimés. Donc, une gauche qui pense aux opprimés puis qui pense à leur autodétermination va avoir besoin des outils théoriques différents que ceux de la lutte de classe pour résoudre le problème. Ça ne veut pas dire que le capitalisme fonctionne. Là. Ça ne veut pas non plus dire que les gens vont s'accorder. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire ça non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte. Là. C'est pas ça. C'est juste la façon dont sont distribués les privilèges. Ça devient encore plus précis aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut couper les cheveux en quatre pour encore mieux comprendre les rapports sociaux puis la dynamique qui les motive et les font évoluer. OK. Fait que, petit bémol sur la complexité des antagonismes dans la société. Mais en plus, on va rajouter une autre dimension, la moralité. OK. Ce qu'il faut savoir à l'époque victorienne, par exemple, quand il y avait des classes sociales, c'est que quand on appartenait à une classe sociale, on avait tendance à avoir un environnement qui avait des attentes différentes par rapport à nous, selon notre classe sociale. Par exemple, je suis un ouvrier, mon environnement social va me dire « il faudrait que tu fasses des enfants, que tu travailles, puis etc. » Ça s'arrête à ça, ou je sais pas. C'était comme limité. Je suis un bourgeois. Je viens de ma famille bourgeoise. Là, mes attentes sociales, ça va être de il faut que tu perpétues l'honneur de la famille. Il va falloir que tu t'arranges, qu'on ait un niveau de vie qui augmente. On veut avoir notre beau manoir. Ça va être une bonne façon pour nous de nous positionner dans la société et de maintenir notre statut social. Ça va être une bonne façon pour nous de maintenir l'estime qu'on a envers nous, dans la mesure où les gens autour de nous vont mieux nous estimer. Donc, et là, on va en venir à la théorie des besoins de Maslow. Et après, on va finir par revenir à la moralité. La moralité, selon la théorie de Lawrence Kohlberg, on va faire un beau lien entre les deux. Pour l'instant, ça ne me dit rien, mais ça va être intéressant pareil. Hop. OK, là, j'enregistre. Oui, j'enregistre. OK. Alors, on va vraiment rester dans nos cas de figure vraiment faciles de l'époque victorienne où les classes sociales sont vraiment en dichotomie. Et on va aller regarder un peu la pyramide de Maslow. Et on va la regarder du point de vue, mettons, du bourgeois. Un individu bourgeois est encouragé par son environnement social à satisfaire son besoin d'estime à travers la démonstration d'une propriété. On va démontrer que je possède beaucoup, je vais démontrer que j'ai une grande influence sur les autres, tout ça. Donc l'amour, l'appartenance, l'estime, l'environnement social va surtout lui fournir, va y en fournir plus quand il va avoir plus d'argent, plus de moyens, etc. Les besoins physiologiques, que tu sois bourgeois ou prolétaire, une tranche de pain, ça fait un job. Là. Peut-être du caviar avec un peu de caviar, mais on s'entend que c'est quand même... OK.
quand même ça, là, c'est comme quand même des animaux, là, que ce soit un bourgeois, un prolétaire, tu as tout besoin de ça, puis c'est ça. La sécurité, ben encore là, la sécurité, il y a une dynamique sociale là-dedans. Si je me mets à être trop en faveur des ouvriers, ben je pourrais avoir quelqu'un qui m'assassine, tu sais, j'exagère un peu. Tandis que si c'est un ouvrier qui est en faveur des ouvriers, pas grand monde ils vont t'assassiner, ils vont dire « Ah, ce n'est qu'un misérable insecte impuissant, on va le laisser dire ses bêtises ou on va juste le crisser en prison. » Mais je sais pas comment ça marchait à l'époque victorienne, mais si tu as plus de pouvoir, il y a plus de danger de ta sécurité si tu vas à l'encontre de ta classe sociale. Tu sais, souvent, c'est comme ça. Puis, l'auto-actualisation, bon, la moralité. Là où on a des individus qui sortent du lot, c'est là, ici, le besoin de moralité. En haut de la pyramide, à un moment donné, tu finis par t'intéresser au sort des autres. Plus. C'est plus facile pour toi, à un moment donné, quand que beaucoup de tes besoins ici, tu les perçois comme satisfaits, de mettre plus de temps sur, on va mettre la morale, on va essayer de satisfaire nos besoins moraux, on va essayer de remettre en question nos préjugés, on va essayer d'accepter les faits comme ils sont, on va essayer de devenir créatif, etc. Bon. Fait que, est-ce que parce que je suis bourgeois, je suis nécessairement condamné à vouloir avoir une grosse maison et tout ça? Non, à un moment donné, même si mon environnement externe me dit que c'est bien d'avoir une grosse maison, je ne vais pas nécessairement être quelqu'un qui va accepter ça. Je vais peut-être me satisfaire de très peu, puis tout de suite accéder à haut de la pyramide. En fait, on est des... Une chose à savoir, là, une limite, là, je m'arrête un peu. C'est pas parce que tes besoins de nourriture sont pas satisfaits que tu n'as pas un besoin de moralité. Mais ça te dit que si tu veux optimalement être motivé par ces besoins-là, c'est mieux de répondre déjà aux besoins qui sont en bas. Puis ça s'observe statistiquement chez des individus, par exemple, qui sont satisfaits de tous ces besoins-là. On va voir qu'ils ont une plus grande motivation pour ces besoins-là. Fait que c'est un peu ça la théorie de Maslow, donc c'est plutôt limité. Fait que tu peux pas dire « Ah, j'ai pas mangé hier, donc je vais aller voler mon voisin, c'est correct, tu sais. » Non, tu vas pas penser comme ça, tu vas quand même garder ta moralité. Là. Ah, j'ai mal dormi cette nuit, fait que je vais aller voler quelqu'un, tu sais. Mais non, c'est pas le même qu'on pense. Fait que, quand même, c'est un peu débile là, de dire qu'il faut tout satisfaire les besoins avant de commencer à penser ça. Ici, là, c'est pas comme ça que les individus fonctionnent du tout. Bon, fait que ça, c'est fait. Là, ensuite, on va aller à une autre théorie qui est vraiment très liée à ce que je dis. OK, alors, l'autre théorie, c'est la théorie du développement moral. Fait que je me souviens plus si je vous avais parlé du problème écologique, mais comme je disais, le besoin écologique est un problème qui nécessite une motivation morale pour être résolu. Il ne suffit pas juste de se combattre pour faire en sorte que le problème soit bien résolu. Mais ça, en tout cas, on va revenir. Fait que là, on va parler de la moralité. Fait que, il y a des individus, à un moment donné, qu'on a essayé d'observer et on a essayé de les classer selon les comportements qu'ils avaient. Seulement selon les comportements qu'ils avaient. Ça ne veut pas dire que c'est selon leurs croyances, selon leur niveau de problème dans la vie, etc. Non. Fait que tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui mange vraiment pas bien, il est vraiment dans la marde tout le temps, ça va pas bien. Il va peut-être pas penser beaucoup à la moralité, puis il va avoir de l'air un peu pas évolué moralement, mais si tu lui donnes tout de suite demain matin tout ce qu'il a de besoin, tu vas voir, oh mon Dieu, il va penser à tout le monde, puis il va être bien beau. Fait que ça veut pas dire qu'il est classé comme préconventionnel, qu'il est par définition une débilité de la nature, puis que c'est juste une bête sauvage dans la con, qu'on devrait quasiment crisser une chambre à gaz. J'exagère un peu, là, mais bon. J'exagère un peu. Mais c'est ça, il faut quand même bien interpréter la théorie du développement moral de Kohlberg comme étant vraiment basée sur les comportements. Donc, ça ne veut pas vraiment nous dire qui sont vraiment les individus puis leur potentiel en fonction seulement de leur développement, leur niveau de développement moral. Par contre, ce qui arrive, c'est que c'était souvent des questions. Ça a été comme, on leur posait des questions. Qu'est-ce que tu ferais dans telle situation? Qu'est-ce que tu ferais dans telle situation? Puis on essaie de voir, mettons, comment il va penser les affaires. Bon. Mais, tu sais, c'est un peu limité. Mais ce qu'on a quand même observé, c'est que il y a des individus que quand ils vont réfléchir à quelque chose, ils vont s'arrêter à est-ce que je vais être puni si je le fais? Si je suis puni, je ne le ferai pas parce que même si j'aime bien ça, c'est ça. Il y en a qui sont tellement stupides que même s'ils sont punis, ils vont le faire pareil, comme des enfants. Tu sais, un bébé de 2 ans ou je sais pas quoi, là, quel âge qu'il a, mais normalement, il est assez niaiseux pour pas savoir que... pour le faire même s'il va être puni. Là, après ça, il y en a qui commencent à dire « Ah, je vais être puni, je le ferai pas. » Bon, tout ça. À un moment, fait que ça, c'est des préconventionnels. À un moment donné, conventionnel,
c'est par rapport à est-ce que la société pense que c'est bien ou pas, est-ce que mes amis seront d'accord avec ça, est-ce qu'ils vont m'aimer ou pas si je le fais. C'est ça. Fait que, tu sais, je vais voler une personne, puis je vais donner mes affaires à mon ami, puis là, mon ami va me dire c'est bien, ah, bon, ben parfait, je vais être bien satisfait, c'est pour moi, c'est correct. Fait que c'est conventionnel, mais vraiment un niveau de merde, là. Après ça, à un moment donné, c'est est-ce que vraiment la société, donc les normes sociales et tout ça. Fait que les individus qui sont du stade 1 à 4, si on vient ici, qui font partie de la bourgeoisie, vont avoir tendance à se comporter selon ce que leur classe sociale leur dit. Donc, vive l'exploitation des ouvriers, on va, c'est ça, on va continuer comme ça. Après ça, il y a le post-conventional. Au niveau post-conventionnel, c'est que là, à un moment donné, on va commencer à dire, ah ouais, ça serait le fun de penser aux opprimés aussi, c'est des personnes comme nous. Puis moi, là, je refuse de les traiter comme de la merde. Non, c'est pas vrai. Je n'accepterai pas d'être une sous-merde morale qui fait juste penser à lui. Non, j'aspire à mieux dans la vie. Puis à un moment donné, ça va être, le bien commun, ma société, c'est très bien, et tout ça. À un moment donné, il y en a d'autres qui vont dire, OK, c'est bien les humains, mais il n'y a pas juste les humains dans la vie, il y a des autres espèces. Puis il y a d'autres affaires qui sont plus importantes. Puis là, ils vont devenir plus universels. Fait que c'est le post-conventionnel, ça va au-delà de la convention. Puis on pourrait dire que Karl Marx était probablement un post-conventionnel dans son niveau de développement moral parce qu'elle allait à l'encontre de sa classe sociale. Il a décidé qu'il s'élevait au-dessus de ça. Et puis, fait que ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour en revenir au problème écologique, le problème écologique implique qu'il faut penser à autre personne que soi. Donc, il y a des gens qui vont dire « Ah, ma classe sociale, elle se calisse de l'environnement, puis on n'est jamais vraiment... Il n'y a pas de blâme dans la société dans laquelle elle vit si on se calisse de l'environnement, donc je vais être correct. » Fait que mettons, les conventionnels vont avoir tendance à juste suivre le flot de leur classe sociale ou de leur environnement, etc. Puis ils vont être un peu comme des moutons au niveau de la moralité. Que ce soit même parmi le prolétariat, là, genre je fais partie de la classe ouvrière, mais on s'en calisse, on va jeter nos ordures sur l'autoroute, puis bon, fait que c'est ça. Par contre, à un moment donné, tu as des gens qui vont vouloir changer la société, les post-conventionnels, ils vont dire ça n'a pas de bon sens, moi je vais faire de la politique, je veux que ça change, fait qu'on va avoir un Karl Marx ou d'autres personnes qui vont commencer à essayer de brasser des affaires. Le problème avec l'écologie, c'est que c'est pas comme une lutte des classes. Il suffit pas juste de dire aux ouvriers « Hey, allez prendre ce qui vous revient de droit. » Lutter puis obtenir ce qui vous revient de droit et ça va finir là. Non. L'écologie, c'est donner. Renoncer. Renoncer. C'est ça. C'est ne pas tirer la couverture de son bord. Puis c'est de donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Fait intéressant, dans l'histoire, à un moment donné, il y a eu des moments où, même si tu avais des individus pas moralement très développés, ils donnaient. Mais ils donnaient pourquoi? Parce qu'il y avait toute une... je vais vous le remettre ici. Là. Je veux dire, ils n'obtenaient pas quelque chose matériellement, mais... Oups là. Il y avait toute une société autour d'eux, il y avait une religion, il y avait plein d'affaires qui leur donnaient de l'estime, de l'appartenance, de la sécurité, tout ça, d'une certaine façon, parce qu'ils étaient des bons croyants, des personnes qui donnaient beaucoup. Donc, c'est pas un désespéré le fait d'avoir beaucoup de personnes dans la population qui sont des pré-conventionnels puis des conventionnels n'est pas désespéré qu'un jour il puisse être possible que collectivement nous ayons des comportements éco-responsables. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une forme de domination politique des post-conventionnels sur les pré-conventionnels et les conventionnels. Et puis, dans le fond, les post-conventionnels vont transformer la société, puis ils vont créer des nouvelles normes qui vont conditionner l'estime de soi et l'appartenance et tout ça d'une classe sociale à l'autre. Ils vont la conditionner selon la responsabilité écologique. C'est un peu ça où on en est. C'est là où j'en suis, en tout cas dans cette réflexion-là, de comment la moralité écologique et la responsabilité, au fond,
peuvent s'exprimer là, selon le modèle de Laurence Kohlberg des stades de développement moraux. À cause de la nature même du problème qui est, on n'est pas vraiment impliqué par les conséquences de nos actions, c'est les autres générations qui les vivent, là, ou les autres peuples qui sont plus faibles là, en termes de rapport de force dans la négociation qu'on a avec eux. Donc il y a ça. Qu'on en est là. Développement moral. Il y a une autre affaire aussi, c'est que, bon, il y a comment chacun des groupes de développement moral agit dans la société. Là, on disait, OK, la domination des postes conventionnels. Mais il y a aussi d'autres moyens d'agir, comme développer la moralité. Développer la moralité, il suffit pas juste de donner un petit catéchisme de son petit livre de moralité, puis on le lit, puis après c'est réglé. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il une éducation standardisée permettant à tous d'atteindre un certain niveau d'atteindre un niveau de développement post-conventionnel? La réponse est non. Non. Ce n'est pas juste un problème cognitif, la moralité, c'est un problème aussi affectif. Et puis, il y a des gens qui ont des grosses tendances génétiquement à être des prédateurs. Ils aiment ça voir souffrir le monde. Ils ont le cerveau, ils ont les neurones plugués là-dedans. C'est comme, tu peux bien lui donner une éducation cognitive de dire, tu sais, c'est mal quand tu fais ça, il y a des gens qui souffrent. Ah oui, c'est le fun, on va en faire souffrir plus, tu sais. J'exagère un peu, mais mettons, le cerveau est comme de même. Fait que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais un terraforming de brain, là, tu crées une nanotechnologie dans le cerveau qui change son cerveau. Mais, à un moment donné, c'est là qu'on en est rendu pour certains individus. Il y a des gens qui vont pas atteindre ça, même si tu leur donnes une éducation. Puis même, plus que tu leur donnes d'outils cognitifs, plus ils vont les utiliser pour contourner les règles. Fait que l'éducation, c'est pas toujours bien. Des fois, c'est de la merde. Je veux dire, tu donnes un bac en psychologie à une personne qui est moralement sous-développée, ben, elle va te faire un asti de bordel, hein, je peux te le dire. Elle peut t'en faire un calice de bordel. Elle va être une asti de force de résistance. Puis ça existe vraiment du monde qui ont de l'éducation. Tu peux avoir du monde qui ont un post-doctorat en psychologie, en moralité, puis il peut être une asti de merde pareil. Là. Puis ça existe vraiment. Là. Fait que faut faire attention. L'éducation cognitive académique, là, c'est pas suffisant pour le niveau de développement moral. Fait qu'il y a d'autres affaires qui participent à ça. Puis t'as la psychologie, t'as la psychiatrie, tu sais, t'as des gens qui ont des problèmes mentaux sévères, là, des problèmes qui ont des DSM de personnalité narcissique, t'as des gens qui ont... Puis Christy, non, ça suffit pas, là. L'école, ça suffit pas pour résoudre le problème. Donc, il y a quand même des limites dans notre capacité à développer des schémas de comportement moraux dans la population, là, puis... je suis pas sûr non plus qu'on est capable de dépister d'avance si une personne va nécessairement... elle a des gros risques d'immoralité ou d'immoralité. Je veux dire, la génétique, les analyses génétiques ne suffiront probablement pas pour savoir c'est quoi qu'un individu va être dans sa vie, là. Fait qu'on n'a pas vraiment le contrôle, tu sais. C'est plus comme on observe quelque chose, puis on prend en considération ce qu'on observe, puis on adapte nos façons de faire en fonction des gens puis de leur comportement une fois qu'ils sont vivants. C'est pas mal ça. Puis ça évolue dans le temps. Hein. On est des fois des gens qui évoluent vraiment moralement. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Mais chose intéressante. Tu peux avoir quelqu'un qui a une prédisposition à être moral. Et puis tu peux encourager sa moralité en satisfaisant ses besoins de base ici. Tu vas optimiser son sentiment de besoin de moralité. Puis ça, c'est une autre façon de changer un peu la courbe, la distribution des raisonnements moraux dans la population, puis d'avoir plus de postes conventionnels. C'est en faisant en sorte que les gens se sentent satisfaits au niveau de ces besoins-là. Et je dis bien se sentent satisfaits. C'est sûr que, sentiment de satisfaction des besoins physiologiques, c'est pas très subjectif, là. Il y a crissement objectif. J'ai pas mangé, mon système digestif m'envoie un signal que j'ai pas mangé. Tu sais, peut bien essayer de se percevoir, de
de se persuader qu'on a bien mangé, mais c'est pas le cas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a quand même une partie, à un moment donné, dans la pyramide, que c'est comme, faut vraiment adresser le besoin d'une façon objective, en donnant de la bouffe, puis des affaires de la même. On est quand même des animaux. Mais, ici, on peut changer la façon dont la société donne des attentes. On peut aussi changer nos propres perceptions. On peut dire, moi, dans la vie, là, je devrais faire un peu comme Diogène à l'Antiquité qui vivait dans une boîte. Mais faites pas ça quand même en Amérique du Nord, là, surtout au Canada, parce que vous allez crever l'hiver. Fait que vous n'allez pas plus avancer quand vous allez être mort. Fait que quand même, il faut quand même survivre. T'sais. Mais lui, c'est simple, c'était quand même un philosophe qui était assez influent. Il y avait comme... Sa vie est un exemple. T'sais. Peut-être qu'il a fait des affaires débiles, il a dit des choses débiles, mais n'empêche que c'était quand même il visait à déjà sentir qu'il était satisfait à ce niveau-là pour aller là, dans la philosophie, dans la moralité, dans les préjugés, faire attention à tout ça. Puis c'est drôle, mais c'est ça. Fait que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des individus, des fois, qui ont des grosses maisons, ils ont plein d'affaires dans la vie, puis calés, ils sont pas là parce qu'ils en ont jamais assez. Ils ont un problème dans leur façon d'être heureux. Puis ils sont condamnés un peu à être des gens plus ou moins moraux. D'un autre côté, on voit des gens, comme un vieux sage, qui n'ont pas grand-chose dans la vie. Ils disent, bah ben, moi c'est correct, je suis heureux. Je le sais que je vaux quelque chose parce que j'ai pas besoin d'avoir une grosse maison pour être une bonne personne. J'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Puis ça, cette façon-là d'être heureux dans la vie est compatible avec un problème fondamental de notre économie. De toute économie d'ailleurs. Le problème fondamental est la limite des ressources naturelles dans notre monde. Et oui, malheureusement, à 7 milliards de personnes, on commence à déjà pas mal suroccuper la planète Terre avec notre niveau de vie actuel. Et puis on est rendu à un moment où il faut renoncer à la consommation matérielle pour préserver l'environnement. Donc, il faut aussi faut atteindre le défi de faire en sorte que les gens soient heureux avec le peu, avec ce qu'il y a en ce moment. Donc, il y a ça aussi. Fait que c'est un peu là où j'en suis là. Fait que... En ce moment, on est en surconsommation, puis les gens sont pas satisfaits. Je veux dire, tu essaies, mettons, aller sonder le niveau de satisfaction des gens, mettons, la satisfaction des Canadiens, la satisfaction des Américains dans la vie en général, sont-ils satisfaits? Probablement la réponse c'est non pour beaucoup de monde, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des antidépresseurs, il y en a beaucoup qui prennent des trucs pour leur maladie, etc. Et puis, c'est quoi la solution pour beaucoup d'entre eux? C'est on va travailler plus, ou on va essayer de gagner plus d'argent, puis obtenir plus de richesse. Ce qui est complètement irréaliste d'un point de vue global, que le monde fasse tout ça. Puis d'un autre côté, pour penser aux autres, ça prend de la moralité. Fait que c'est comme doublement pertinent d'apprendre à être heureux en 2023 avec moins d'affaires. Fait que moi je vous recommande, là, si vous avez une résolution cette année, c'est d'essayer de vous trouver une place pour être heureux avec vous-même sans avoir plus d'argent, sans travailler plus, sans avoir plus, sans consommer plus. Puis l'histoire est riche d'exemples de personnes heureuses avec peu. Et de personnes qui ont aussi, en même temps, une vie significative où ils aident d'autres personnes et où ils accomplissent quelque chose. Des gens qui méritent l'estime, qui méritent la sécurité. C'est ça, un peu que... Fait que c'est ça. Ouais, ça finit un peu l'analyse avec une 2023, on va essayer d'aller mieux, puis c'est ça. Fait que je souhaite à tous de passer une bonne année, puis après ça, on va peut-être me mettre à faire mon objectif cette année pour être plus heureux. On pourrait essayer ça. Mon objectif cette année pour être plus heureux. Je suis déjà végétalien, donc je consomme un petit peu moins de nourriture. Mais je vais essayer de faire des trucs au niveau physiologique. Donc, je vais manger plus des choses crues. Ça répond plus aux besoins de mon corps. Je vais essayer d'introduire la méditation dans ma vie.
Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, des moments méditatifs, ça soit la marche, ça soit quelque chose où je suis pas occupé, puis j'ai le temps vraiment de me retrouver dans mes affaires. Ça peut être peut-être douloureux au début parce que je vais faire comme ouais, je vais genre être en contact avec plein d'affaires que j'aime pas puis que je veux évacuer de ma vie, mais dans le vide va laisser la place à ça, fait qu'il va falloir que je combatte ça un peu au début, que je m'adapte au fait que j'ai un vide qui est occupé par des choses désagréables. Mais après ça, il va y avoir un exercice de self-control qui va peut-être se mettre en place. Fait que cette année 2023, ça va être deux objectifs qui sont un peu, semblent un peu insignifiants, mais qui peuvent avoir. Autour de ça, je vais rajouter d'autres affaires. Je vais rajouter d'autres affaires. Fait que ça, l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'avoir une vie effrénée non plus. Là. Je sais qu'on a pour beaucoup des 40 heures semaine comme job, puis que le marché fonctionne comme ça. Donc, quand on n'a pas envie vraiment de vivre comme ça, c'est un peu plus difficile. Il faut négocier, puis on passe des fois après d'autres personnes. Mais n'oublions pas la pénurie de main-d'œuvre, qui est quand même une fenêtre d'opportunité pour les personnes qui veulent vivre avec moins et être plus heureuses. Fait que bon, à tous, bonne année et à bientôt.